Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les soignants. Je vous dis, j'ai vécu le Moyen-Âge, madame, c'est vrai. Épisode 7. J'ai commencé en 1944, c'est-à-dire encore la guerre. C'était l'époque où la Salpêtrière faisait 10 000 repas par jour. Il y avait des grandes salles de 80 personnes. À l'époque, nous avions des personnes très très pauvres. On recevait tous les mal logés, si vous voulez, tout ça. C'était tous les... On les appelait les clochards à l'époque. On les recevait comme ça. Ah oui, tout le monde était dans la même salle. Tout le monde, côte à côte. 10 centimètres. Il y avait la place de la table de nuit. On avait à peine la place de passer pour faire un lit. Oui. Et tout le monde était là. Il y avait 2 salles, hommes d'un côté d'un couloir et 2 salles de femmes. Donc des rangées de lits avec des dames, enfin. Et puis il y avait beaucoup puisque c'est quand même le nid de la psychiatrie, il y avait beaucoup de personnes aussi en psychiatrie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'histoire de la Salpêtrière transpire dans la description d'Olga. À l'origine, au XVIe siècle, l'hôpital a pour rôle d'enfermer les pauvres, les fous, les filles de mauvaise vie, les sorcières et autres marginaux. En 1780, s'amorce une activité de soins avec la création d'une infirmerie. Encore un siècle, et les cours de Charcot sur l'hystérie à la Salpêtrière marqueront le début d'une longue histoire en neurologie pour cet hôpital. Ce n'est qu'en 1920 que les hôpitaux vont s'ouvrir doucement aux classes moyennes qui n'ont pas les moyens de payer des soins dans le privé. Durant la Seconde Guerre mondiale, les besoins sanitaires sont immenses et les pouvoirs publics décident que l'hôpital doit soigner l'ensemble de la population. Le 4 octobre 1945, la sécurité sociale est créée. Quelques jours plus tard, le service public hospitalier. Un hôpital fondé sur des valeurs de solidarité et non plus sur celles de la charité. Retrouvons Olga dans une salle commune. Et malheureusement, les malades ne parlaient pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. Il n'y avait pas d'échange, si vous voulez, puisqu'ils étaient tellement mélangés. Et alors, c'était supportable ou pas pour tout le monde. Parce que la toilette se faisait avec une petite cuvette le matin. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. On faisait les analyses d'urine le matin des diabétiques dans les toilettes, dans les WC. Parce qu'on n'avait pas un coin où on pouvait faire nos analyses d'urine. On n'avait qu'une chambre unie pour les comas diabétiques, par exemple. Alors le coma diabétique était les 2 premiers jours dans une chambre et après on les repassait en salle. Les tentatives de suicide, on les recevait souvent le samedi à midi. Et dès le lendemain, on les passait en salle parce qu'il y en avait un autre qui arrivait dans la chambre. On n'avait qu'une chambre. Ouais. Il fallait faire face un peu à toute situation et essayer de ne pas blesser l'un par rapport à l'autre. Et ne pas faire plus pour l'un que pour l'autre. Enfin, je pense. Quand j'étais de veille, les jeunes de 20 ans décédaient surtout en fin de nuit. Effrayant, effrayant, effrayant. Quittons les salles communes d'adultes et dirigeons-nous vers les salles d'enfants. Olga à la Salpêtrière se souvient des nourrices. Et pour les enfants qui n'avaient pas de parents, les nourrices qui se promenaient en blouse bleue dans l'hôpital et qui venaient nourrir les nourrissons de la maternité. Voyez, c'est inexplicable. Pour moi, c'est quelque chose de très important qui a marqué vraiment notre vie, bien sûr, par rapport à aujourd'hui. Quant à Christiane, elle se souvient de son orphelinat belge dans lequel elle a démarré ses études infirmières. C'était un pensionnat où on faisait beaucoup
d'enfants abandonnés. Et là-bas, c'était quoi? Je ne dirais pas un mouroir, parce que c'est trop fort, mais un orphelinat. C'était des grandes chambres communes. Mais séparées quand même par les âges. Il y avait les bébés, la nurserie, donc on l'appelait vraiment, d'une 10, 12, parce que là, il y avait beaucoup de boulot, il y avait les biberons, il y avait les soins, il y avait beaucoup de choses avec eux. Et puis alors après, il y avait les 3, 8 ans, quelque chose dans ce genre-là. On pouvait déjà faire certaines choses avec eux. Et alors après, jusque 12 ans. Mais ces enfants étaient dans la plupart du temps malades. Et malades quand il y avait de la visite. Les enfants ne disaient pas maman, ils couraient dans nos bras. Hein. C'était triste à voir. On avait une robe bleue, un tablier blanc, un peu comme ici, un bonnet, avec un petit voile derrière, obligatoire, des bas blancs. À la guerre, on pouvait mettre des bas 3/4. Maman me fait tricoter des bas avec des torsades. On était toutes comme ça, parce que des bas blancs en nylon ou en fil, ça coûtait les yeux de la tête, alors on était toutes, ça elles acceptaient, du moment que la robe était assez longue pour cacher le genou. Et on avait une petite croix rouge ici, ou bleue, je ne sais plus. Enfin non, rouge. Enfin, il y avait une petite croix. On est encore dans la vocation, dans la religion. On sauve les âmes avant les corps. Néanmoins, depuis la révolution pastorienne de la fin du XIXe siècle, le corps a repris ses droits et les principes d'hygiène bouleversent profondément les manières de faire à l'hôpital. Moi, j'ai connu toutes les époques. J'ai connu la serpillière, qu'on passait sur les grandes dalles rouges, aussi bien à l'Hôtel-Dieu qu'à la Grave, avec la mémo, mais bon, je veux dire, dans l'asepsie, c'est venu plus tard. On avait des notions. D'abord, on était en blouse, plus un tablier, plus un chapeau, et on avait interdiction d'ouvrir une porte avec les mains. Il n'y avait pas de gants. L'usage unique, j'ai pas connu, moi. Enfin, j'ai connu, si, mais je ne me suis pas vraiment servi. On lavait tout, même les doigtiers. Et quand j'étais chez les vieux, il n'y avait pas de matériel pour eux. C'était le rebut des services qui arrivaient chez eux. Alors, pour faire les piqûres, on avait des aiguilles qu'on lavait, les seringues qu'on lavait, on avait un stérilisateur, je ne sais pas si vraiment il stérilisait, mais des aiguilles écornées. Ah non, c'était pas de remède, que les échantillons médicaux. Il y avait un patron de la gériatrie qui passait, parce qu'il chapeautait tous les services de gériatrie, donc il passait 1 ou 2 fois par semaine, il engueulait la sœur parce que elle avait fait je ne sais pas quoi. Moi, la sœur qui était dans mon service, c'est la seule dont je me souviens, sœur Germaine. Elle arrivait à leur faire dégoûter dans le stérilisateur, pour vous dire. Mais c'était pas des stérilisateurs comme maintenant, qui montaient à une certaine, comme un four, si vous voulez. Ça s'appelait pas gériatrie, c'était l'hospice. Et avaient droit à l'hospice tous les jeunes qui étaient handicapés, et s'ils n'avaient pas de famille. Moi, j'en ai vu quand j'ai débuté, qui étaient là depuis l'âge de 14 ans. Sœur Germaine, quand elle voulait faire une compote, qu'elle avait des pommes, elle les faisait peler par... elle était aveugle, mais elle connaissait tout le monde, elle ramenait des services, finalement. Ce qui existe encore, je crois, dans certaines maisons où on pense que la contribution des personnes âgées peut, comment dire, les faire participer, c'est bien.
Olga, Anne-Marie, Christiane vivent aujourd'hui en maison de retraite, en France et en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.